nous avons voulu redécouvrir le Saint-Laurent. Nous avons voulu le voir comme les Basques, qui venaient jusqu'ici pour chasser la baleine. Le regarder comme les Portugais, qui pêchaient la morue pour nourrir l'Europe. Le naviguer comme Jacques Cartier, qui fut le premier Français à remonter jusqu'à Montréal. Curieux de tout, comme si nous y venions pour la première fois. Nous avons voulu le découvrir comme il est aujourd'hui. Le Saint-Laurent est déjà un lien naturel entre l'Atlantique et les Grands Lacs. Mais ce lien, ce chemin, pouvait devenir la voie royale d'un développement économique absolument gigantesque. Aussi, plusieurs ont longtemps rêvé d'éliminer les barrières que sont les rapides et les hauts-fonds. Les bateaux de fort tonnage pourraient alors se rendre directement de la mer au centre de l'Amérique industrialisée. Nous entrons dans la période des grands travaux. Le Saint-Laurent est une route séculaire. C'est un résumé de l'histoire de l'Amérique, de la progression obstinée vers l'ouest, vers l'aventure et la richesse. Il est exceptionnel non seulement par sa taille, mais aussi par son orientation du sud-ouest vers le nord-est, parce que c'est la ligne la plus courte entre les deux continents. C'est un prolongement. C'est un prolongement à l'intérieur du continent de la route la plus courte que suivent les navigateurs, qu'ils soient maritimes ou aériens d'ailleurs. C'est toujours la même route qui est utilisée. Tout le XVIIIe et le XIXe siècle, la grande bataille, c'est celle entre Montréal et New York, entre la route du Saint-Laurent et celle de l'Hudson et de la Morac, sur laquelle les Américains ont également fait des canalisations successives, en compétition avec celle sur le Saint-Laurent. Et puis au XXe siècle, et surtout dans la deuxième moitié du XXe siècle, ce qu'on voit se développer, c'est aussi la compétition avec le Mississippi. Mais pour gagner cette bataille, il manque un passage. L'idée d'un chenal de navigation qui permettrait aux navires de plus de 20 000 tonnes d'accéder au Grand Lac apparaît au début du 20e siècle. Le boom industriel des années 20 lui donne toute sa crédibilité. Mais le projet heurte de front d'énormes intérêts commerciaux. L'opposition s'organise. Aux États-Unis, pour contrer ce projet de voie maritime du Saint-Laurent, de puissants lobbies vont commencer à s'organiser. Ils sont financés en grande partie par les compagnies ferroviaires qui défendent leur monopole sur le transport des marchandises. Autour d'eux, d'autres intérêts aussi vont se regrouper, notamment le port de New York, le port de Boston, des intérêts du Mississippi, parce qu'on possède déjà là-bas une voie navigable. Et aussi, on va retrouver des États américains, on va retrouver des municipalités et même des centrales syndicales. Parce qu'il faut bien comprendre que parallèlement au projet de voie maritime, il y a aussi cet énorme projet de construction de barrages pour produire de l'hydroélectricité. Et là, les mines de charbon de Pennsylvanie se sentent menacées parce qu'elles fournissent déjà aux centrales thermiques et fournissent aussi de l'énergie à toute une foule de compagnies privées d'électricité. Mais ce ne sont pas tous les Américains qui sont hostiles, loin de là.
Les villes des Grands Lacs voudraient bien accueillir directement le trafic maritime, au lieu de compter sur les ports de l'Est. L'État de New York et l'Ontario lorgnent avec intérêt l'immense potentiel hydroélectrique des barrages sur le Saint-Laurent. C'est un puissant moteur pour le développement industriel. Au Québec, bien sûr, tout le monde serait heureux d'avoir l'électricité, mais de plus en plus, une crainte commence à se manifester. En donnant accès directement au transport commercial par bateau dans les Grands Lacs, on craint d'affaiblir plusieurs ports le long du Saint-Laurent. Et c'est peut-être là une des bonnes raisons qui explique pourquoi Duplessis, alors premier ministre du Québec, n'a jamais levé le petit doigt pour encourager la construction de la voie maritime du Saint-Laurent. Mais le projet verra quand même le jour malgré le manque d'enthousiasme politique. La construction de cette longue route maritime se fera en plusieurs étapes. En 1929, sous l'impulsion de Robert Oliver Sweezy, un ingénieur et un homme d'affaires de Montréal, on commence le creusage du tout nouveau canal de Beauharnois. L'idée, c'est de détourner le cours du Saint-Laurent et d'amener dans ce canal les eaux du Saint-Laurent pour finalement, en aval, y ériger une importante, une énorme centrale hydroélectrique, celle de Beauharnois. Sweezy choisit de percer ce canal de 25 km de long par 1 km de large sur un des anciens bras du fleuve rempli d'argile, un bras qui date du temps de la mer de Champlain. 3000 hommes participent à cet immense chantier qui se termine en 1932. Lorsqu'en 1960, Hydro-Québec achève d'approfondir le canal, on aura excavé 191 millions de mètres cubes de terrain, soit 15 % de plus qu'à l'occasion du perçage du canal de Panama. Pour l'époque, la centrale est un véritable temple de la technique. Ces 36 turbines produisent annuellement 11 milliards de kilowattheures. Aujourd'hui, Beauharnois se classe encore parmi les 5 plus grandes productrices d'énergie au Québec. C'est une subdivision de ce canal qu'emprunteront désormais les navires. Et en ce sens, l'hydroélectricité vient d'ouvrir la voie à la navigation de fort tonnage. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, le boom industriel engorge à la fois les canaux maritimes et les chemins de fer américains. Devant l'embouteillage annoncé, le projet de la voie maritime refait surface. En 1949, virement dramatique. On découvre d'importants gisements de fer au Labrador et au Nouveau-Québec. Les industriels de la sidérurgie américaine changent alors d'avis. Ils veulent s'approvisionner directement et à bon compte à même les nouveaux gisements québécois. La voie maritime devient souhaitable. En 1954, Canadiens et Américains s'entendent pour la construction de la voie maritime. Encore une fois, c'est l'hydroélectricité qui va dicter la conduite des travaux. Et la navigation va suivre le chemin marqué par l'hydro. À ce moment-là, pour atteindre les Grands Lacs, les navires doivent franchir des obstacles de taille. Entre Cornwall et les Mille-Îles, il y a 4 rapides importants. Lonceau, Des Galops, Faran et Rapide-Plat. En plus, de nombreuses îles séparent le cours d'eau en plusieurs bras au débit puissant. Au lieu de creuser un canal, on a plutôt décidé de créer, à même le lit du Saint-Laurent, un tout nouveau lac. C'est le lac Saint-Laurent qui sera retenu par un ensemble complexe de barrages. Moses Sanders, Lonceau et à l'ouest, le régulateur Iroquois. Ce sont Hydro-Ontario et la Power Authority of the State of New York qui furent responsables de la construction de l'ensemble de ces barrages. 12 000 travailleurs embauchés par Hydro-Ontario vont excaver 75 millions de mètres cubes de matériaux pour ériger centrales, digues et barrages de retenue. Au même moment, 10 000 autres personnes aménagent les écluses de la voie maritime. Au total, 22 000 personnes travaillent dans ce seul secteur. Juste pour vous donner une idée de l'importance des travaux qui ont eu lieu ici, eh bien, sous mes pieds se trouve une centrale hydroélectrique qui a été complètement inondée par ces travaux. C'est la Millroche Powerhouse qu'on va aller visiter.
La centrale Mille-Roches Powerhouse a été construite en 1900. Elle repose maintenant sous une quinzaine de mètres d'eau. Le lac Saint-Laurent a inondé 15 000 hectares de terre, 7 villages, 700 fermes et 1500 propriétés. 6 500 personnes ont été déplacées. Si j'affirme ici que j'ai un pied aux États-Unis et un pied au Canada, eh bien, j'ai absolument raison. Nous sommes immédiatement en aval de l'énorme centrale Moses Saunders sur le Saint-Laurent. Cette structure de 32 turbines sur 1 kilomètre de long partage son pouvoir. Moitié va à l'État de New York, l'autre moitié va en Ontario. Et ici, la particularité, c'est que c'est le grand robinet du Saint-Laurent. C'est ici que le niveau des eaux pour tout l'aval du Saint-Laurent est contrôlé. Lorsqu'on ouvre les vannes de ce barrage, le niveau d'eau augmente jusqu'à Montréal. Celui-ci, c'est le barrage du Lonceau. Il sert à retenir les eaux du Saint-Laurent dans sa partie sud et ainsi alimenter la centrale Moses Saunders. À l'ouest, le barrage Iroquois joue aussi un rôle de régulateur. Comme il est situé à la tête du système, ses portes doivent supporter l'énorme pression de la masse d'eau qui est en amont. En fin de compte, cette nouvelle voie d'eau va donc être édifiée en utilisant les retenues d'eau que créent ces nouveaux aménagements hydroélectriques. Pour le reste de son cours, le fleuve suit presque partout un long chenal fluvial. Des écluses permettent aux navires de contourner les barrages. Il ne restait plus qu'un seul obstacle à franchir, mais c'en était tout un. Les seuls rapides qui n'étaient pas encore harnachés, les rapides de la Chine. Pour les contourner, on avait bien creusé, jadis, le canal de la Chine. Mais il était maintenant complètement désuet. Il fallait trouver autre chose. Pour y arriver, une seule solution, construire un immense canal qu'on devra creuser et ériger le long de la rive sud. Il n'y a pas eu de plus vaste projet dans ce siècle. Dans le monde de l'ingénierie, il est convenu de dire que la voie maritime a été le plus gros projet de génie civil du siècle. C'est un travail colossal. À partir de Montréal, le nouveau canal aura 29 km de long. Nous avions un problème. Comment disposer des résidus de l'excavation? Une grande partie de la terre a été répandue ici, juste en dessous, vers le port de Montréal et même jusqu'au lac Saint-Louis. À ce moment-là, on pouvait boire l'eau du Saint-Laurent. Et je suis toujours en vie, comme mon père et ma mère, qui ne se préoccupaient pas de cela. Ce n'est que beaucoup plus tard qu'a surgi la question de l'environnement. À la hauteur de Brossard, on crée de toutes pièces des îles qui abritent aujourd'hui des colonies de goélands. Aucune planification environnementale, d'ailleurs le mot n'existait pas à l'époque. Les berges de la rive sud deviennent artificielles. On drague le lit du fleuve, on saccage les marais pour que les navires puissent disposer d'un tirant d'eau utile de 8 mètres. Pour être franc, cela faisait beaucoup de matériaux à déplacer. Nous savons maintenant que certains contenaient du mercure et toutes sortes de contaminants. Bien franchement, c'est pour cela que je ne pense pas que nous pourrions construire la voie maritime aujourd'hui. La voie maritime est officiellement inaugurée le 25 avril 1959. Tout le monde est heureux. Les industriels du Midwest transigent maintenant sans intermédiaire. Les fermiers de l'Ouest exportent par bateau leur blé vers les marchés européens. Les aciéries des Grands Lacs ont un accès direct aux minerais de fer de la Côte-Nord.
l'autoroute maritime est ouverte. Cette vigueur économique se poursuit de plus belle dans les années 60. Parfois, quand il s'est agi, par exemple, de creuser le métro, on a déversé dans le Saint-Laurent. Et en d'autres occasions, comme c'est le cas ici, exactement où on est situé, entre Boucherville et Longueuil, eh bien, on a fermé littéralement la partie sud du fleuve pour épuiser de l'agrégat et bâtir une autoroute. C'est la construction de la route 132. Elle empiète directement sur les rives. Les maisons qui étaient au bord de l'eau sont maintenant installées de l'autre côté d'une autoroute. On remblait la plage de Longueuil, qui était pourtant très fréquentée, et on coupe ainsi aux citoyens leur accès au fleuve. On a complètement redessiné la façade, le front de mer de Montréal. Ici, autrefois, il y avait une île, l'île Sainte-Hélène, et deux petits îlots, la Ronde et l'île Notre-Dame. Pour accueillir Expo 67, on remplit de vastes herbiers aux abords de l'île Sainte-Hélène à gauche et de l'île Ronde à droite. Les deux îles se confondent et l'on multiplie par 5 la superficie de l'île Notre-Dame. On ne laisse qu'un étroit chenal entre les îles Notre-Dame et Sainte-Hélène. Aujourd'hui, des décennies plus tard, eh bien, les effets se font toujours sentir et on peut voir les résultats. Je marche en plein milieu humide et probablement que j'ai les deux pieds sur une frayère. Enfin, c'était ce qu'il y avait ici il y a une trentaine d'années pour des kilomètres à la ronde. Mais par la suite, on a connu le développement, la frénésie du développement des années 60 et voilà le résultat, un stationnement. Des Grands Lacs jusqu'à l'embouchure du golfe Saint-Laurent, l'activité maritime est absolument intense sur ce fleuve. Avec ses 8 mètres de tirant d'eau, la voie maritime interdit le passage aux très grands océaniques. On a donc construit des laquiers. Ils font la navette entre les ports des Grands Lacs et les ports en eau profonde du Saint-Laurent. Le laquier occupe toute la place disponible dans le bassin. C'est tout juste si on peut refermer les portes de l'écluse. Ces navires font partie du paysage maritime du système Grand Lac Saint-Laurent. On ne les retrouve nulle part ailleurs au monde. Ils ont été construits au gabarit exact de la voie maritime. Les laquiers font la liaison avec les énormes vraquiers qui assurent le transport du fer, du charbon et du blé. Auriga, Auriga, Auriga. This is the sailboat Catafjord. This is the sailboat Catafjord. Over. Sailboat Auriga. Les vraquiers font escale uniquement dans les ports en eau profonde. Il faudra une dizaine de laquiers pour absorber toute la cargaison d'un seul vraquier comme celui-ci. Il faut dire que l'Auriga, c'est l'un des plus gros vraquiers qui soit. Et rares sont les ports intérieurs dans le monde qui peuvent accueillir un navire de cette taille. 260 000 tonnes, 325 mètres. 3 terrains de football pourraient tenir sur son pont. Un porte-conteneurs comme celui-ci peut traverser des océans, mais il est bâti sur mesure pour les profondeurs du Saint-Laurent entre Tadoussac et Montréal. Il peut porter jusqu'à 2300 conteneurs à la fois. Et en moins de 24 heures, tout ce cargo, toute cette marchandise va être distribué au Québec, en Ontario et aux États-Unis. Il faut dire que le port de Montréal, parmi tous ces ports, est celui qui manutentionne le plus de conteneurs pour le marché de l'Atlantique Nord. C'est que nous sommes très bien situés à Montréal pour desservir tout le centre du Canada, tout le Midwest et tout le Nord-Est américain. Alors, les lignes maritimes qui viennent ici, à Montréal, leurs navires ne font qu'un seul escale en Amérique du Nord, Montréal, pour desservir tous ces marchés-là. C'est le grand avantage de Montréal. On est obligé de draguer le fleuve de façon presque constante. Le port de Québec garantit à ses navires une profondeur de 12,5 mètres. Et jusqu'à Montréal, la profondeur minimum garantie est de 10,7 mètres.
Il existe un projet de creuser de 30 cm la voie navigable entre Trois-Rivières et Montréal. 30 cm, ça représente pour un navire de forte capacité 260 conteneurs de plus par voyage. C'est 200 000 $ de profit pour l'armateur. Un beau problème à côté de nous, hein? Je suis, par exemple, un armateur de Rotterdam qui veut remplir son bateau de cargaison, veut faire des échanges, par exemple, à Lisbonne, décharger, recharger d'autres marchandises, et ensuite, je veux m'en aller à Montréal. Je veux savoir, au pouce près, quel sera mon niveau d'eau afin que mon bateau ne s'échoue pas et que je puisse mettre le plus de marchandises possible à bord pour mon voyage. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut répondre à une question aussi précise un mois d'avance? Actuellement, sur le Saint-Laurent, le service hydrographique maintient un système d'observation des niveaux d'eau. Alors, pour plusieurs buts, mais le but principal, c'est surtout pour la navigation maritime le long du fleuve. Du commercial. Le commercial et de plaisance aussi. Alors, ce système-là permet d'acquérir des niveaux d'eau, de vérifier les niveaux d'eau, de les gérer et ensuite de les rediffuser à des usagers tels les navigateurs de plaisance, la garde côtière canadienne. Alors, c'est là qu'on met tout ensemble d'abord les observations. Ensuite, on regarde la marée, qui sont à Québec, qui est très importante, et les ondes de tempête, quand ils ventent, il y a plus d'eau qui est accumulée. Puis de l'autre côté, du niveau amont, les Grands Lacs, c'est quoi le niveau des Grands Lacs? Et c'est quoi les précipitations? L'eau, la pluie. Quelle va être la quantité de pluie la semaine prochaine? Dans 2-3 jours. Alors, on met tout ça ensemble. On a un modèle de marée d'un côté, les précipitations, les Grands Lacs de l'autre. Puis là, on peut voir que ça va être quoi le niveau d'eau demain, la semaine prochaine. Nous, qu'on donne, c'est le niveau minimum. S'il y a une précipitation, c'est toujours dans le bon sens. Ça apporte plus d'eau. Pour l'entreprise du transport maritime, c'est comme toutes les autres, le temps, c'est de l'argent. Mais c'est souvent beaucoup, beaucoup d'argent. Voilà pourquoi les villes portuaires à travers le monde et en Amérique se livrent une bataille féroce, une compétition de tous les instants pour attirer chez eux navires et cargaisons, parce que ça se traduit en beaucoup d'emplois. Et en ce sens, le Saint-Laurent, par sa géographie, est favorisé. Ça lui confère un avantage stratégique qui vaut son pesant d'or. Mais le Saint-Laurent a 2 nationalités. Et les intérêts de chacune ne coïncident pas nécessairement. Il est parfois américain, parfois canadien. Afin de gérer avec une certaine équité les intérêts et des 2 pays et aussi des différents usagers du Saint-Laurent, c'est en 1909 qu'on va créer la Commission internationale canado-américaine. Évidemment, cette commission, autour de la table, à l'époque, les termes biologie, écologie sont pas fréquents. Mais les choses vont bien changer, à un point tel qu'aujourd'hui, un des 3 commissaires est biologiste. La Commission mixte internationale a été instituée en 1909 pour que les 2 pays, Canada et les États-Unis, ne se chicanent pas sur l'utilisation des eaux qui sont à la frontière, quelle que soit l'utilisation. Mais dans ce traité qui a été signé, on parle de pollution. Donc, il s'agit de quantité d'eau et de qualité d'eau. Essentiellement, on dit que ni l'un ni l'autre des 2 pays ne doit utiliser l'eau frontalière au détriment des intérêts dans l'autre pays, que ce soit une question de, par exemple, déverser des produits chimiques ou des produits agricoles, ou bien créer un barrage d'un côté qui change le niveau ou le débit de l'autre côté de la frontière. Par la suite, les questions de qualité de l'eau, évidemment, le siècle étant ce qu'il est, sont devenues de plus en plus importantes. En 1972, les 2 pays ont signé un accord pour nettoyer les Grands Lacs. Ils ont chargé la Commission de surveiller l'exécution de cet accord. Et là, on a engagé des biologistes, des chimistes, des écologistes, parce que ça devenait une question beaucoup plus vaste que simplement contrôler le débit des Grands Lacs.
De tout temps, le Saint-Laurent avait connu des crues au printemps et l'eau se répandait sur les platières, sur ce qui est maintenant des champs, et ça servait de frayère pour des espèces de poissons. Quand on a régularisé le fleuve, on a éliminé ces crues. On a éliminé ce signal biologique important pour bien des espèces de poissons, et ça a contribué à la diminution de certaines de ces espèces. En ce moment, on gère le Saint-Laurent à partir du barrage qui est à Cornwall, en ouvrant ou en fermant les vannes, en fonction de critères qui ont été établis à la fin des années 50. Et ces critères-là considèrent les intérêts de la navigation commerciale. On a fait la voie maritime du Saint-Laurent pour que les navires puissent passer. Les intérêts des résidents, ceux qui vivent là et qui prennent de l'eau dans le Saint-Laurent, il ne faut pas les noyer. Et l'hydroélectricité. On a fait un barrage pour faire de l'hydroélectricité. Ce qu'on n'a pas considéré à l'époque, parce que personne ne l'avait demandé, c'était la navigation de plaisance et l'environnement. Et ça, ce sont deux groupes d'intérêts, si on veut, qui sont bien plus importants maintenant qu'ils l'étaient à l'époque. Avec les années, le développement industriel commence à compromettre le développement de la vie. Comme d'autres fleuves, le Saint-Laurent se dégrade. Le phénomène est planétaire. En 1972, la conférence de Stockholm sur l'environnement tire une sonnette d'alarme mondiale. Oui, d'après le dernier relevé du Conseil national de recherche américain, il y aurait plus de 84 000 produits chimiques toxiques. Alors évidemment, on est effrayé devant un tel nombre. Sauf que ceux qui sont les plus préoccupants sont évidemment ceux qui persistent dans l'environnement. Et ça ne dépasse pas plus qu'une centaine. Certains sont d'inventions purement humaines. Si vous prenez le DTT, par exemple, le DTT, insecticide qui a généré la toxicologie environnementale, il a été fabriqué par la firme Union Carbide pour soutenir les armées américaines durant la campagne du Pacifique. Et il fallait un produit qui soit persistant, efficace et qui se diffuse bien. Eh bien, persistant, oui, la demi-vie du DTT au Québec, c'est 30-40 ans. Ça veut dire que si vous faites aujourd'hui, dans 40 ans, il y aura encore la moitié avec le DTT. Qui se diffuse bien, oui. On retrouve du DTT dans les phoques de l'Arctique, dans le krill de l'Antarctique, qui est efficace encore aujourd'hui. C'est un des meilleurs pesticides au point de vue efficacité. Alors ça, c'est vraiment des produits synthétiques inventés par l'humain que nos grands-mères n'avaient pas dans leur sang. Par contre, vous et moi, on l'a dans notre sang. Il y a alors les métaux lourds. N'oubliez pas, les métaux lourds sont des produits naturels. Du mercure, du cadmium, du plomb, c'est naturel. Sauf que le cheminement du mercure, c'est 700 tonnes par an. À partir de l'érosion des roches. 700 tonnes qui partent des roches et qui vont dans l'océan. Mais l'humain ajoute à ça, actuellement, 16 000 tonnes. Une autre menace, le pétrole. Près de 2500 bateaux sillonnent le Saint-Laurent chaque année. Seulement 4% sont de grands pétroliers, mais tous transportent de l'huile lourde dans leur cale. Chaque année, les équipes d'intervention d'urgence doivent faire face à une centaine de déversements accidentels d'hydrocarbures. En pareil cas, il faut agir rapidement et tenter de minimiser les impacts sur l'environnement. Les équipes d'urgence déploient d'abord des estacades. Ces barrières contiennent la nappe d'huile et la font dévier pour qu'elle évite des points sensibles, tels une prise d'eau municipale, par exemple, ou un écosystème plus fragile sur la rive. Chaque cas est vraiment unique. Ça dépend du type de pétrole, ça dépend des conditions météo. Si c'est dans un endroit qui est plus protégé, qui a tendance à diriger l'huile, la récupération peut être beaucoup plus grande. Mais on ne peut pas parler de 100 on ne peut pas parler de 50 La moyenne, appelons ça, mondiale de récupération de l'huile sur l'eau, c'est peut-être 10 à 15 Le mot « pollution » entre dans le vocabulaire dans les années 60.
ces effets commencent vraiment à inquiéter les populations. Par exemple, la disparition du bar rayé, la perte de l'éperlan. Ces signaux-là sont arrivés, c'était des signaux très locaux, là, très, comment je pourrais dire, ponctuels là, pour certaines espèces, mais ça a été vite perçu par les exploitants, par les pêcheurs. La disparition du bar rayé, ça, très vite, les gens ont dit, mais où il est rendu? La disparition momentanée de l'esturgeon noir. De l'esturgeon noir, de l'éperlan, entre autres. Là, Ça a été concomitant avec l'arrivée des toxiques, avec l'eutrophisation. Donc là, il y avait une multitude de petits signaux qui ensemble, ont fait réagir, je pense, les gens. Et il y a eu il y avait un problème mondial aussi. Là. Le terme pollution était généré par la Convention de 72 et c'était nouveau, ça faisait partie des médias, on entendait parler. La conscientisation du public s'est faite à ce moment-là. C'est en 88, évidemment, sous la poussée des citoyens et aussi des groupes environnementaux que Canada et Québec s'assoient autour de la table et mettent ensemble sur pied le plan d'action du Saint-Laurent. La stratégie est assez simple. On a ciblé vraiment 50 usines importantes qui étaient installées sur le bord du fleuve Saint-Laurent. Et on a mis en place une équipe fédérale provinciale pour une action vraiment là, bien concertée au niveau de la réduction des toxiques. On avait un objectif extrêmement ambitieux de réduire de 90 % l'ensemble des toxiques qui étaient déversés par ces industries-là. Et aujourd'hui, on a obtenu 96 % de réduction des toxiques. Toutes ces grosses industries-là, à l'heure actuelle, ont au moins des systèmes de traitement secondaire. Avant, en 88, on rencontrait des industries qui déversaient dans le fleuve Saint-Laurent directement à plein tuyau sans aucun système de traitement. Vous voyez plus ça aujourd'hui, c'était vraiment la fin là, des gros pollueurs au niveau du fleuve Saint-Laurent. Aujourd'hui, nous contrôlons assez bien les rejets de substances toxiques dans le fleuve. Les concentrations de BPC dans le Saint-Laurent sont très faibles. On peut dire qu'elles sont de l'ordre de grandeur des milieux peu contaminés, par exemple la mer du Nord. Puis par rapport à la Seine, les concentrations de BPC dans le Saint-Laurent sont environ 100 fois moins élevées. Alors, on peut dire que sur ce plan-là, on voit une nette amélioration en termes de contamination. Pour les métaux, je dirais que les teneurs dans le Saint-Laurent sont très faibles. Et puis, selon une dernière étude d'Environnement Canada, ce qu'on a trouvé, c'est que les concentrations sont même comparables à ce qu'on retrouve dans la croûte terrestre. On peut dire que ça équivaut à environ une demi-cuillère à thé de contaminants dilués dans 2000 piscines olympiques. Ça a l'air de rien. Oui, mais par contre, il ne faut pas oublier qu'il y a des effets, il y a des contaminants que même à ces niveaux-là peuvent avoir des effets néfastes pour l'écosystème aquatique. La quantité de contaminants rejetés dans les eaux du fleuve il n'y a pas si longtemps a diminué considérablement, mais une partie se retrouve encore aujourd'hui dans la chaîne alimentaire. On peut alors se demander sérieusement si les poissons que l'on pêche dans le Saint-Laurent sont contaminés. Est-ce qu'ils sont propres à la consommation? Est-ce qu'on peut les manger? Je vous souligne que ces espèces que l'on déguste ce soir viennent toutes ici de la région. De Montréal. De Montréal, oui. Ça a été pêché par des gens, soit en amont, Valleyfield, etc., ou en aval, ici. L'anguille, c'est quand même un poisson gras. Si je ne me trompe pas, 30 % de graisse dans la chair et beaucoup de contaminants s'accumulent dans les graisses. Alors, l'anguille, c'est un poisson qui va ramasser tous les toxiques qui se trouvent dans l'eau. Et lorsqu'on mange l'anguille, on va accumuler les toxiques.
Mais quand on regarde les niveaux, par exemple, de mercure ou de BPC d'il y a 20 ans, et qu'on regarde maintenant, ça a descendu énormément. Il y a très peu de poissons maintenant qui sont au-dessus des normes de Santé Canada, par exemple. Très peu. Très peu d'espèces et à très peu d'endroits. D'une manière générale, il y a 90% des espèces de poissons qui ne posent pas de problème. Donc on peut en manger autant qu'on veut. La perche haute fait partie de ceux-là. La carpe aussi, d'une certaine façon. Après, on a des poissons comme le doré, comme le brochet, qui sont à peu près les poissons qui accumulent le plus de contaminants dans le fleuve. Alors, toutes les autres espèces, crapets soleil, les truites, toutes les salmonidés, il n'y a pas lieu d'inquiéter la population, puis il n'y a pas lieu de faire de restrictions là-dessus. Alors, finalement, on se retrouve avec quelques espèces pour lesquelles je pense qu'il ne faut pas en abuser. Et puis, c'est les espèces piscivores, donc les poissons qui mangent les autres. Et là, on est en train d'en manger un exemplaire. Moi, je n'ai pas mangé de doré depuis plusieurs mois. Alors, ça ne me dérange pas, vraiment pas, d'avoir du plaisir d'apprécier ce poisson-là. Et c'est vrai pour les gens qui vont faire un voyage de pêche. Si on fait un voyage de pêche et qu'on s'en met plein derrière la cravate pendant une semaine, et on sait qu'on ne va plus en manger pendant quelques mois, mais il faut en profiter. On est avec les chums, on est là pour en profiter, et il ne faut pas penser trop à ces questions-là. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, ce n'est pas la pollution chimique qui a infligé le pire des torts au Saint-Laurent, mais c'est la destruction physique de l'habitat. Dans la partie aménagée du fleuve, les milieux humides ont subi un stress considérable, causé par de nombreux empiètements physiques. On a construit des barrages, des quais, des routes, des murs pour se protéger des inondations. Mais les bulldozers n'ont pas tout détruit, bien loin de là. On appelle milieux humides ces zones intermédiaires où la terre et l'eau se rencontrent. Inondés régulièrement par les crues ou les marées, ce sont des milieux de vie tout à fait exceptionnels, comme ici dans les îles de Sorel, à moins d'une heure de la grande région de Montréal et de ses 3 millions d'habitants. C'est sûr que des endroits humides sont souvent associés à l'abondance d'insectes, de moustiques. Alors, peut-être que des gens ont fait une association entre marais et insalubrité, alors qu'en réalité, c'est pas du tout ça. Des milieux humides sont des milieux extrêmement utiles et qui jouent même un rôle très important au niveau de la filtration et de l'épuration des eaux. Ils contribuent à la santé des écosystèmes aquatiques et aussi à la santé des écosystèmes terrestres. Les milieux humides s'animent au printemps. Les hautes eaux inondent les rives et redonnent vie à une flore luxuriante. Dans la portion eau douce du fleuve, on retrouve les herbacées aquatiques. La végétation de ce milieu humide se présente en étages. La zone des marécages et de la prairie humide n'est inondée qu'au moment des crues du printemps. Les pieds dans l'eau et la tête au soleil, les plantes herbacées poussent dans la zone des marais. La zone des herbiers aquatiques est inondée en permanence. Le milieu humide se prolonge jusque dans la forêt. Alors, on se trouve actuellement là, dans la partie supérieure des milieux humides. Alors, c'est une partie qui est inondée, complètement inondée au printemps, mais qui s'assèche assez rapidement. Et puis, on se rend compte aussi qu'à la base des troncs, on voit une zone là, grisâtre, plus pâle. Alors ça, c'est du limon qui est déposé là, par l'eau au moment des crues printanières. Alors, ça nous donne une idée là, du niveau qui est atteint par l'eau au printemps. On peut voir que le sol là, est jonché de débris qui sont apportés là, par l'eau. Avant que les eaux se retirent, de nombreuses espèces de poissons sont venues frayer ici. Complètement submergées, ces plantes aquatiques contribuent à oxygéner et à purifier l'eau. Leurs multiples tiges agissent un peu comme un filtre, en retenant les sédiments qui sont en suspension dans l'eau. Elles accumulent dans leurs tissus les phosphates, l'azote et même les métaux lourds.
La tête hors de l'eau, voici des sagittaires et leurs feuilles en forme de flèche. Sous l'eau, les tiges des plantes émergentes retiennent tout un tissu de bactéries dont se nourrissent des organismes microscopiques. Cette algue filamenteuse accrochée à la tige est à la base de la chaîne alimentaire. La production primaire de ce milieu aquatique est si abondante que l'on peut observer à l'œil nu des bulles d'oxygène qui remontent à la surface. Tous les ingrédients essentiels à la vie sont présents ici. Des sédiments extrêmement riches, de l'eau en abondance qui permet la croissance des végétaux, une eau peu profonde traversée par les rayons du soleil essentielle à la croissance des végétaux. Les marais, les herbacées servent de lieu de reproduction, de nidification et d'aire de repos à une quantité impressionnante d'espèces. Les marais et les marécages sont 4 fois plus productifs que les lacs et 3 fois plus que les terres agricoles. La productivité y est telle qu'elle attire plus de 250 espèces d'oiseaux, de petits mammifères et de poissons. Dans cette zone humide du lac Saint-Pierre, 1500 grands hérons ont fait leur nid au cœur même de ce garde-manger exceptionnel. La survie des espèces dépend en grande partie de la richesse et de l'intégrité des lieux dont elles disposent. Autrefois ignorés, dévastés, ces milieux sont aujourd'hui devenus des aires protégées que l'on respecte. Je pense que ce qu'on a le plus de besoin actuellement, c'est d'une formule, je ne sais pas laquelle, mais d'une formule de gestion du fleuve. Actuellement, on gère des toxiques, on gère de la perche chaude, on gère de l'esturgeon, on gère une marina, on gère un transport, mais on ne gère pas un fleuve. Je pense que la communauté scientifique, en termes de spécialité, est déjà là. On a dans tous les domaines de la recherche qui touche la ressource en eau une excellente communauté scientifique. Ce qui nous manque, c'est de l'intégration, c'est des passerelles entre toutes ces spécialités-là. Mais c'est les fonctions. Qu'est-ce qui fait que ça marche, ce système-là? Qu'est-ce qui fait que les espèces de poissons continuent à être présentes? Qu'est-ce qui fait que certaines disparaissent? C'est les fonctions qu'on connaît mal. On connaît tous les morceaux. Mais ce qui nous manque, c'est des gens qui vont rassembler les morceaux. Et c'est beaucoup plus qu'un modèle hydrodynamique ou du GIS pour faire des cartes couleurs. Il y a des fonctions qu'on connaît mal. Qu'est-ce qui relie une espèce à une autre? Qu'est-ce qui relie un habitat à la qualité de l'eau? Qu'est-ce qui relie l'effluent de la CUM avec la masse qu'elle rejette dans le fleuve aux effets qu'on peut mesurer jusqu'en bas du lac Saint-Pierre? C'est la recherche qui est longue, qui est compliquée et qui nécessite des liens entre les institutions. Puis c'est peut-être la partie la plus dure. Un chercheur dans son laboratoire, dans sa spécialité, qui est reconnu comme tel, qui va publier, qui va aller dans des congrès, ça marche bien. Et c'est valorisant parce qu'il va sortir des publications. S'il y a juste un comité ad hoc avec 12 autres chercheurs à se demander comment est-ce qu'on va faire pour arriver à la fin, c'est plus dur à mettre en place. Et c'est le défi de la science sur l'eau, c'est de réussir à trouver des gens qui vont partager ensemble, chacun leur morceau, mais pour développer la connaissance du tout. Et le tout, c'est pas la somme de chacune des spécialités. On peut protéger et utiliser, mais il faut utiliser. La nature est là pour nous servir, mais nous sommes là pour la respecter. Alors, le service, c'est le respect, la protection et l'utilisation. Le problème est un problème de compatibilité.
L'homme ne peut pas se passer de la nature, mais la nature peut se passer de l'homme. Si l'homme a la folie de s'auto-détruire, une fois qu'il sera parti, la nature poursuivra son cours et se développera très bien. Merci.